Salut, merci Olivier pour la présentation. Bon, bah, je vais pas avoir besoin de me présenter, tu viens de le faire. Alors, je vais juste redire dans les grandes lignes l'idée de ce webinaire. Donc, c'est de vous parler du cloaking avec la punchline "Cloaking is not a crime". Voilà. L'idée, ça va être de se servir en fait de cette technique de cloaking et dans ce webinaire, du coup, de vous expliquer comment optimiser votre crawl budget. Donc, on va voir l'optimiser, ça va être sur deux axes. Ça va être de mieux l'utiliser et de l'augmenter. Voilà. Donc, pour parvenir à ces deux objectifs, on va commencer par revenir sur quelques définitions. Parce que je ne sais pas quel type de public vous êtes, si vous avez des affinités plutôt techniques, plutôt fonctionnelles, plutôt marketing. J'ai vu que certains se posaient la question sur Twitter hier. On va aborder un peu tous ces sujets pendant le webinaire. Donc, bien sûr, si vous avez des questions à la fin, comme le disait Olivier, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Alors, petit rappel de définition, la différence entre white hat et black hat. Alors, si vous faites du SEO depuis un petit moment ou du hacking, vous le savez, en gros, les whites, c'est les gentils, les blacks, c'est les méchants, mais globalement, en SEO, ça va être toutes les pratiques qui risquent plus ou moins, certaines plus que d'autres, d'engendrer une pénalité sur votre site. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va vraiment être de white hat dont on va parler. Le cloaking en soi, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez atterri ici sans trop savoir pourquoi, le cloaking, donc, c'est le fait de montrer un contenu qui est différent, donc à deux entités. Par deux entités, on va entendre donc l'internaute qui vient sur votre site web, vous lui montrez quelque chose, et Google, vous lui montrez autre chose. Voilà. On peut imaginer le faire avec d'autres variantes. Le cloaking peut par exemple servir à empêcher des bots X ou Y de venir crawler votre site en boucle, des bots de spam, etc. Et du coup, bah, d'économiser de la ressource serveur. C'est aussi une possibilité. Le PageRank. Alors, le PageRank, bien entendu, il n'est plus communiqué par Google aujourd'hui. On en a une estimation via le Citation Flow sur des outils comme Majestic. Mais ça reste un indice qui est utilisé. Il fait clairement partie de l'algo de Google. Et du coup, c'est une info utile, y compris en termes internes du site. Voilà. Sur votre site, chaque page va avoir un PageRank. Et du coup, ben là, dans ce webinaire, on va parler de comment aller le sculpter, ce PageRank. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler du terme PageRank sculpting. Et enfin, donc le crawl budget, qui est le sujet, l'un des sujets de ce webinaire, c'est en gros le temps que Google va bien vouloir passer sur votre site. Donc, plus vous en avez, forcément mieux c'est, parce que plus il regarde votre site et plus il a de chances de trouver des choses à présenter aux internautes, et donc c'est bénéfique pour vous. Voilà. Donc derrière, je vous parlais de différence entre white hat et black hat. Sur l'aspect white hat, on va être vraiment sur uniquement du cloaking de liens internes et le côté de ou alors de bloquer une page pour Google. Je reviendrai un peu plus tard dans le webinaire sur qu'est-ce qu'on appelle cloaker un lien interne ou bloquer une page. On va le voir vraiment techniquement comment ça se passe. Et je vous ai mis quelques exemples de black hat. Va y avoir donc de changer du contenu pour Googlebot, changer du contenu pour AdWords, ou même cloquer des liens externes. Bon, là, cloquer des liens externes, c'est vous avez fait de l'échange de liens, vous avez vendu un article et en fait, vous montrez pas le lien pour pas diluer du jus. Ça, c'est même plus black hat, ça c'est voilà, c'est un gros mot que faut pas dire, mais en gros, c'est que vous n'êtes pas cool avec les gens avec qui vous faites du business et vous allez vite vous isoler. Sur les deux premiers, le cloaking de contenu pour Googlebot, il est beaucoup utilisé par des black hats. Par exemple, pour remplacer une image et mettre de la bouillie de texte pour faire joli, bon ça clairement c'est hyper pénalisable. Une autre variante, ça va être de mettre plus de contenu quand c'est uniquement le bot AdWords qui passe pour avoir plus de pertinence. Bon, clairement, ce sont des pratiques qui sont black hat et je vous recommande pas de les utiliser parce que vous risquez une pénalité. Voilà. Mais au moins, vous voyez bien la différence entre white hat et black hat en cloaking.
Pour bien comprendre la suite, alors là, ça va être un petit peu technique. Je vous propose un schéma qui résume en gros quel est le passage de Googlebot sur votre site. En gros, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, Googlebot, il est comme nous, il a une to-do list sur sa journée et quand il arrive sur le site, il voit, tiens, moi j'ai tout un tas d'URL qu'il faut que je parcours. Donc du coup, il va voir dans cette liste, il prend la première et là, il se dit, bon, je vais aller voir ce qu'il y a dans cette URL. Du coup, il voit dans cette URL, ok, donc je vois, il prend en fait ce qu'on appelle la version texte brut globalement. C'est en gros, il fait un wget ou un curl pour avoir le contenu de la page. On n'est pas sur un crawler humain qui va balader sa souris, qui va cliquer, etc. C'est vraiment là un bot de premier niveau. Du coup, l'idée, c'est qu'il va voir un certain nombre de formats de caractères, de patterns qui va ressembler à, donc, à une URL dans le code source. Et du coup, il va se dire, tiens, ça, c'est une URL, je vais l'ajouter à ma to-do list pour la prochaine fois que je viens sur le site. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus après si vous avez besoin, c'est un point qui est vraiment important. Et en fait, il va pas tout de suite aller crawler en fait le contenu de la page liée. Il va vraiment aller la mettre dans sa crawl queue et ensuite il ira la revisiter à la prochaine boucle qu'il va faire. Donc l'idée là-dessus, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ça, et ça c'est quelque chose qu'on comprend quand on commence à faire de l'analyse de log. Donc, je ne sais pas si parmi vous beaucoup en ont fait. Euh, Vous allez voir en fait que si vous avez par exemple c'est un exemple que je prends beaucoup, ça c'est un site sur lequel je travaillais, il y avait beaucoup de graphiques sur le site pour annoncer des cours d'évolution. C'était pas le Bitcoin, hein, même si c'est tendance en ce moment, mais en gros il y avait des graphiques en JS super sexy en termes d'UX et dans le code source, il y avait les développeurs avaient mis le lien vers le fichier JSON qui permettait de générer donc les graphiques. Voilà. Jusque-là, rien de choquant. Sauf que vu que ce lien JSON était dans une span, dans le HTML, même en display none, et ben Google il allait voir et il allait taper sur ce JSON tous les jours. Ce JSON, clairement, d'un point de vue crawl, sémantique, etc., n'importait rien vu que c'était une pure et simple suite de chiffres. Voilà. Donc bref, pas terrible. Donc ça, l'idée, c'est de faire de l'analyse de log et d'aller voir un petit peu toutes les choses qui sont susceptibles de rentrer dans ce parcours de Google et de ressembler à une URL. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc là, maintenant, on va vraiment parler, on va rentrer dans le vif du sujet sur le cloaking white hat. Voilà. Donc c'est pas, je vous ai vraiment mis un chapeau blanc parce qu'il faut vraiment se dire que là on va pas déborder et je veux vraiment vous préciser que non, le cloaking dont je vais vous parler aujourd'hui, ça n'est absolument pas Black Hat et il n'y a strictement aucun risque de pénalité auprès de Google. Voilà. Donc le cloaking white hat, ça sert aussi à quoi? Parce que je vous ai dit ce qu'on pouvait faire, mais ça sert aussi à réconcilier les UX designers et les SEO. C'est quelque chose que j'avais dit au Blend Web Mix et qui avait bien plu, ça, et c'est vrai, je l'ai encore vu l'autre jour sur Twitter, quelqu'un de la communauté SEO qui a tweeté ce message, et voilà. On voit souvent quand vous arrivez sur un projet, vous faites un audit, ou on vous a fait un audit, suivant de quel côté vous êtes, et vous allez avoir des gens qui vont dire bon ben ok là tel lien il est pas top, faut l'enlever ça, et puis en face vous avez le UX designer qui va dire ouais mais là c'est un bouton, c'est utile pour que le gars est là. Enfin bref, il y a une bataille entre le SEO et le UX designer. Ben, la bonne nouvelle c'est que le cloaking de lien ça va vous permettre de régler tout ça. En gros, la question de est-ce qu'on fait ou pas un lien parce que c'est bien en SEO ou c'est bien en UX, elle ne se pose plus. Grâce au cloaking de lien, vous faites les liens que vous voulez pour Google et les liens que vous voulez pour les utilisateurs. Donc du coup, on n'a vraiment plus aucun conflit entre les UX et les SEO. Ça, c'est vraiment l'un des points très très importants à retenir pendant cette présentation. Voilà. Si vous avez du coup ce type de problème sur un projet, n'hésitez pas à mettre en place du cloaking ou à venir me voir, c'est pas un souci. Voilà.
L'idée donc pour mieux utiliser votre budget, donc ça va être de faire de l'analyse de log, comme je vous le disais, et donc de supprimer les URL et les liens non pertinents en SEO. Là, je vous ai mis un exemple de nombre de pages explorées par jour. Donc ça, c'est un graphique que vous pouvez retrouver dans votre Search Console. Bah, globalement, il faut que le nombre de pages que vous avez par jour, là on voit vers octobre 2017, c'était quelque chose comme 80 pages, hein, c'est sur un petit site que j'ai fait le screenshot. Euh, Bah, globalement, ces 80 pages, bah, il vaut mieux que on va pas parler exactement de pages, on va parler de hits plutôt, de hits robots. Bah, il vaut mieux que Google il aille voir vos pages HTML quand il fait ça, plutôt que tout un tas de fichiers JavaScript, de fichiers CSS, etc. Voilà. Un des exemples que j'aime bien prendre aussi en termes de perte de budget sur ce point-là, ça va être de bien penser à cloquer tout ce qui va être ou à bien rediriger. Là, on va pas être que sur du cloaking, mais de bien rediriger tout ce qui va être des fichiers JS ou CSS qui sont générés automatiquement. Si vous avez des Drupal, des Magento, des WordPress, des j'en passe et des meilleurs qui vont compresser du JS ou du CSS pour faire du fichier mis en cache, etc. à chaque modif, et du fichier versionné tout simplement. Et ben, il se trouve que vous allez avoir tous les jours ou à chaque mise en prod une nouvelle version du fichier JS. Mais même si ce fichier JS devient une page orpheline, bah, Google il va continuer d'aller dessus. Donc en fait, potentiellement, au bout d'un moment, là, vos 80 pages jour, je maintiens, on reste sur un très petit site, hein, mais bah, vos 80 hits, potentiellement, vous en aurez la moitié qui va être bouffée par du JS ou du CSS et pas par du HTML. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à bloquer. Voilà. Les bloquer soit avec du noindex ou du 410 Gone, soit évidemment du cloaking aussi si vous avez besoin de les garder pour X ou Y raison. Voilà. Mais clairement, pensez à faire gaffe en meilleure utilisation du budget à du coup bloquer ces URL. Voilà. Sur la partie augmenter donc son budget de crawl, on va parler ici vraiment de glissement sémantique et de maillage. Donc, si vous avez déjà vu ce type de graphique, c'est que vous êtes déjà rompu à tout ce qui va être crawl de site avec des outils de type Cocon SE, Visiblis, etc. Là, pour le coup, c'est Visiblis, pour ceux qui reconnaîtront. Petite légende au passage, ça peut servir. Vous avez donc dans ces graphiques, chaque rond est une page de site. Donc page HTML uniquement. Plus le rond est gros, plus il emmagasine de PageRank interne. Là, et chaque couleur correspond à un cluster sémantique. Voilà. Donc en gros, cluster sémantique, ça va être, vous allez lui dire, bon, bah, je veux le diviser en 5. Alors à gauche, j'en ai combien? J'en ai 5. En 5 clusters. Donc bah du coup, il va essayer de regrouper 5 grandes familles de champs lexicaux. Et du coup, vous allez pouvoir isoler les liens. Donc, ce qu'on voit à gauche, pour faire très clair, c'est que c'est le bordel. Parce que vous avez tout un tas vous avez un point vert tout seul au milieu, vous avez des points rouges qui pointent vers des points bleus, des points verts, enfin bref. On n'est pas sur quelque chose de très très ordonné. Et le pire, c'est que sur les 4 gros points principaux, vous avez une home qui est au milieu. Et puis derrière, c'est le grand classique. Quand on va démarrer une presta, ça va être de trouver des mentions légales, des pages contacts, des CGV, tout ça, auxquelles on envoie énormément de PageRank, parce qu'elles sont dans le footer, donc lien site-wide. Mais dans l'absolu, ces pages-là, d'un point de vue pertinence et souhait que les visiteurs arrivent directement dessus, on s'en fiche. Donc l'idée, ça va être de traiter ce problème. Ce qu'on voit à droite, c'est le même site internet. C'était donc le mien dans une ancienne version, mais l'idée, c'est qu'on voit que c'est quand même beaucoup plus ordonné déjà. On a vraiment des grappes de contenu qui sont regroupées. Les points sont de taille quand même beaucoup plus uniforme. On répartit vraiment le PageRank entre les différentes
entre les différentes pages. Dans la stratégie qui a été utilisée, pardon, on voit que la home a même grossi un petit peu en termes de PageRank et on n'a plus des points inutiles. Les points là pour le coup qui vont correspondre à page contact et CGV, ils sont ici dans les plus petits et du coup on n'est plus du tout sur ce type de problème. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? L'idée, c'est que Google, si vous faites de l'achat de liens ou ce genre de choses, vous le savez, vous allez vouloir être vraiment dans une thématique. Cette thématique, en fait, pourquoi? Parce que si vous avez un lien, là on va parler en site externe 2 secondes, si vous avez une page qui parle de santé, de médicaments par exemple, et qui fait un lien vers une page qui parle de micro-ondes, clairement, vous le savez, c'est pas un lien qui sera aussi puissant que si vous restez dans la même thématique. L'idée ici, c'est d'appliquer ça à l'intérieur du site. Plusieurs pensent que d'ailleurs qu'aujourd'hui Google raisonne en termes d'URL et plus de sites, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se dire que chacune de vos pages qui parlent d'un sujet fasse des liens vers des pages qui sont proches en termes de sujet. Voilà. C'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir un glissement sémantique qui soit cohérent entre les pages. Pourquoi est-ce que ça va permettre d'améliorer votre budget? C'est parce que si Google il voit que vous avez des liens qui sont pertinents, qui pointent vers d'autres pages, qui permettent d'enrichir l'information qu'il vient de trouver, et bah du coup il va se dire que votre site est super cohérent et qu'il a plus intérêt à venir le crawler que d'autres sites qui eux vont être organisés un peu n'importe comment. Et en plus pour lui c'est mieux, voilà, en termes de ressources, etc. Donc voilà. Sur cet aspect-là, je vais citer celui qu'un collègue appelle le chevalier blanc, Monsieur Olivier Andrieux. J'ai récupéré cette slide, donc avec son accord, merci Olivier, qui citait ça au SEO Camp en 2017, où il rajoutait du coup non plus Optimize Content, mais Semantic Content, ils en proient. Voilà, donc ça c'est vraiment pour venir appuyer le côté que en travaillant vos contenus de manière sémantique, il faut aussi, pour moi, vraiment avoir une sémantique d'ensemble dans le site qui soit cohérente. Bien sûr qu'il faut utiliser des outils, que ce soit SEMrush ou d'autres, pour trouver les bons champs lexicaux. Vous avez d'autres outils qui le font. Qui vont vous permettre de trouver donc la proximité des mots les uns par rapport aux autres et du coup de faire une page qui soit cohérente d'un point de vue sémantique. L'étape d'après de ça, c'est d'aller justement faire des liens vers d'autres pages avec cette cohérence sémantique toujours. Du coup, vous aurez vraiment un ensemble qui sera puissant sémantiquement parlant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Si on veut que notre travail il soit précis et performant et que Google lui fasse honneur. On va basculer maintenant un petit peu sur l'aspect technique, le comment qu'on fait, si j'ose dire. On va parler en fait de vraiment 2 choses. Le clocking back-end avec PHP, clocking front-end. Voilà. Je vais rentrer dans le détail. Sur le clocking backend PHP, ce que je vous préconise de manière tout à fait gratuite, donc c'est d'utiliser un framework que j'ai donné de manière open source à la communauté qui s'appelle inclockingveritas.com. Donc c'est complètement gratuit. On est dans je vous file de l'info gratos aujourd'hui pendant ce webinaire. Faites-vous plaisir. Et donc ce framework, il a été cité donc pendant 2 événements au Blend Web Mix où j'ai fait une conférence. Donc pareil, le Blend, on est toujours on n'est pas sur une conf Black Hat au Blend, clairement. On est vraiment sur du marketing et qui ne doit pas risquer de pénalité. Petit parallèle, il a été validé d'un point de vue code par Mister Julien Gadano, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il a été cité pendant le Google Black Day également. Voilà, pour vous donner une idée, c'est pas l'objectif, mais c'est un framework que j'ai voulu pour le White Hat, mais qui est clairement dimensionné pour faire aussi du Black Hat. Donc, en gros, vous êtes vraiment tranquille en termes de risque de détection. Voilà.
Il est également utilisé par beaucoup de gens. J'ai plein de gens qui m'ont fait des retours au début avec des bugs fixes, tout ça. Maintenant, il est propre et il y a plus de soucis. Bon, je les citerai pas, la liste est trop longue, mais dites-vous que vous serez pas les seuls à faire du clocking. Voilà. Ça, pour rentrer un petit peu dans le détail de comment ça marche. On va passer au slide suivant. Tac. Alors, ça, donc, c'est un schéma qui va vous décrire vraiment comment fonctionne donc ce framework de clocking. On a trois grosses étapes. On va avoir la détection du user agent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, quand il vient sur votre site, il dit coucou, je suis Googlebot. Derrière, vous allez aussi détecter l'IP. Vous allez croiser ces deux informations. Et ensuite, l'idée, ça va être de faire un reverse DNS de l'adresse IP. Donc ça, c'est la version ceinture bretelle qui va vous permettre de vérifier qu'il s'agit bien ici de Google. Voilà, donc on a quand même trois niveaux de vérification pour être sûr qu'il s'agit bien de Google sur votre clocking. L'idée, c'est surtout d'être sûr de ne pas diffuser une info différente à l'utilisateur qu'à Google. Parce que si vous changez des liens, que vous rendez la navigation moins propre, ben pour votre utilisateur, ça va pas être pratique. L'idée, c'est que lui, il n'a aucune question à se poser en UX, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ce schéma, vous pourrez le regarder un peu plus en détail si vous le souhaitez. Hein. Il donne vraiment tout l'algorithme du clocking. L'idée, ce que j'ai rajouté avec ce framework, c'est qu'il y a une couche de cache. Du cache, pourquoi? C'est que quand vous allez faire un test pour vérifier que c'est Google, l'idée c'est qu'une fois que vous avez validé une IP, vous allez pas la rechecker avec le reverse DNS à chaque fois, etc. parce que ça prend du temps et du coup en termes de ressources serveurs, c'est pas top. Donc l'idée, une fois que vous êtes sûr que c'est Google, bah, autant lui servir le site encore plus vite. Après, on est sur des temps de détection qui sont très très faibles. Hein. Ça a été testé avec un outil comme JMeter, le framework où je lui ai envoyé beaucoup de requêtes à la fois et il tient la charge, hein, pas d'inquiétude. Voilà, on est sur inférieur à 50 millisecondes en termes de test pour ceux qui s'intéressent à la WebPerf. Voilà. Ça, donc derrière, dans ce qu'on peut cloquer avec ce framework, il y a plusieurs choses. On va pouvoir cloquer par exemple de l'entête HTTP. Imaginons que vous souhaitiez aller plus vite que du noindex pour des ressources. Je parlais tout à l'heure de JS qui était indexé. On peut avoir des fichiers JSON, on peut avoir tout un tas de choses. Imaginons que vous ayez des données dans des fichiers à plat, en texte, peu importe. L'idée, c'est que vous allez vouloir nettoyer l'index de Google avec ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir faire un petit test en PHP. Donc, si le code se voit pas très bien, faites-moi signe, je vous l'enverrai à côté. Vous me contactez, vous avez mes coordonnées, Twitter, tout ça. Et de toute manière, je crois qu'Olivier va vous envoyer les slides après. L'idée, c'est tout simplement, vous avez détecté avec le framework, est-ce qu'il s'agit de Google? Et ben, s'il s'agit de Google, ben, vous envoyez un 410 sur cette ressource. Et du coup, ça va permettre de nettoyer l'index de Google de toutes ces ressources de manière super rapide. Aujourd'hui, moi, les robots TXT, les noindex, tout ça, ce sont des solutions qui permettent de nettoyer l'index de Google ou la Search Console, mais c'est pas forcément les plus rapides. Clairement, la 410, c'est le truc le plus efficace que j'ai remarqué aujourd'hui, moi, pour nettoyer de l'index de Google. Voilà. Donc ça, c'est l'une des manières de l'utiliser. Donc là, on est en amélioration de l'utilisation du crawl budget ici. Derrière, sur l'aspect sémantique, donc je vous parlais tout à l'heure, du clocking de liens. Ah, mince, je n'avais pas défilé à ça, excusez-moi. Donc c'était ça. Donc voilà, vous voyez, c'est juste est-ce qu'il s'agit de Google ou pas, et du coup, bah, vous envoyez une 410 tout simplement. Voilà, excusez-moi. Sur l'aspect clocking de liens, on va être sur quelque chose de très très simple. Donc, tout d'abord, le rendu utilisateur et le rendu Google, vous voyez en dessous, je vous ai fait un screenshot. Donc, à gauche, c'est en allant sur un site qui a du clocking. Et à droite, c'est un cache de points dans Google de la même URL. Cache de points, si vous ne connaissez pas, c'est la commande qui permet de voir comment Google a stocké votre page. Voilà.
Vous voyez, la seule chose qui change, c'est que le lien voir le produit, il est plus souligné. Il y a un lien également sur l'image, mais là, du coup, il n'y a pas de rendu visuel. Et en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que le rendu texte brut, il est exactement le même. Vous voyez, il n'y a pas de changement de comment de contenu sémantique autre. Le reste du texte est lui strictement identique. Je crois que là, il y a deux, trois retours à la ligne qui changent, mais rien de plus. C'est juste de la mise en page, on n'a pas de contenu changé. Je répète, j'insiste lourdement, mais parce que ça, c'est important et c'est justement ça qui va vous éviter une pénalité potentielle. Voilà. Vous voyez le code qui est indiqué juste au-dessus, il est très simple, hein. C'est est-ce qu'il s'agit de Google, auquel cas je laisse l'encre texte du lien. Donc là, ici, c'est le texte voir le produit qui est dans le bouton. Et sinon, on va avoir la structure classique d'un lien HTML qui va être à href, votre nom de domaine, le lien vers la page et l'encre de votre lien à l'intérieur, donc des balises A. Voilà. C'est juste ça qui change. Et ce qui est important, en fait, ça, on le voit, la différence, c'est quand on va faire de la version en texte seul. Donc là, je l'ai fait sur la page d'accueil de SEMrush. Si vous faites un cache de points, vous voyez, vous avez la partie version en texte seul. Voilà. Ce qui est important pour pas avoir de pénalité, c'est que sur le rendu brut, donc là hors lien, on est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez une version cloquée et une version pas cloquée, bon, je sais pas s'il y a du cloaking sur la page de SEMrush, je me suis pas amusé à faire le test, je pense pas, alors, quoique. Olivier nous dira peut-être tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est vraiment que si vous mettez les deux dans un outil de comparateur de texte, eh ben, vous ayez vraiment exactement la même chose. C'est à cette seule condition que vous serez tranquille d'un point de vue risque de pénalité. Voilà. Encore une fois, j'insiste, c'est très important. Voilà. On a, si vous n'êtes pas à l'aise avec le PHP, que votre site permet pas de le faire, ou que vous n'avez pas de développeur et que ben, vous êtes plutôt JavaScript, il y a une autre manière de le faire, qui est celle dont on va parler là, qui est plutôt côté front-end. L'idée, ça va être de faire ce qu'on appelle de l'obfuscation. Voilà. L'obfuscation, ça va être en fait l'idée, c'est de conserver le comportement de je clique quelque part, ça déclenche une action, identique pour les utilisateurs et Google. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir exactement le même code donné à Google et à l'utilisateur. Peu importe, on ne va pas faire de détection en amont de l'IP, du user agent, etc. Sauf que ce qui était un lien, les liens qu'on aurait cloqués avec le PHP, ici on va les obfusquer. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre une action en JavaScript dessus. Alors, évidemment, il faut pas aller mettre un A href onClick égale toto.html. Ça, clairement, ça marche pas parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand Google il voit quelque chose qui ressemble à une adresse de page web, et bah du coup il la met dans sa liste d'URL à crawler et il y va plus tard. Donc du coup, ça serait complètement inutile. Là, le script que je vous donne là, il peut être utilisé tel quel. On va utiliser en fait un add event listener en JavaScript. Alors là, on va peut-être être un peu technique pour certains. L'idée en fait, ça va être de mettre une classe ici que j'ai choisi d'appeler démo dans mon conteneur span en HTML. Et à côté, j'ai mis une version encodée en base 64 de l'URL de ma page. Cette URL de page, l'idée c'est que chaque fois que vous allez cliquer sur un lien, en fait le JavaScript, lui, il voit qu'il y a eu un événement clic et il voit que c'est sur un événement clic quelque chose qui s'appelle démo. Et du coup, il va récupérer le contenu de la variable de données dataplop et il va la décrypter avec le base 64 et il va le rediriger vers la bonne page. Donc là, vous avez deux sécurités par rapport à Google pour aller crawler ça. La première, c'est que, on le rappelle, Google, c'est un bot, c'est du texte, il ne clique pas. Première chose.
Deuxième chose, il voit pas que c'est un lien, parce qu'il n'y a rien qui dit que ceci est un lien. Là, pour le coup, c'est une balise HTML de mise en forme. Et derrière, il comprend pas le base64. Il va pas s'amuser à aller le décrypter. C'est gourmand en ressources. Il a tout le web à crawler. Il a mieux à faire. Voilà. Donc là, avec ça, vous êtes tranquille. C'est quelque chose qui est utilisé pour info par tous les gens qui font de l'affiliation sur Amazon, qui utilisent ce script ou des fois c'est des versions un peu plus simples. Mais là, avec celui-là, vous êtes tranquille. Je vous invite à le mettre à jour. Voilà. Quelques statistiques maintenant. J'ai mis à jour ce matin, c'est pour ça que la courbe est droite. Euh, Par rapport à un site que je suivais, au moment où je l'ai mis en place, le clocking sur ce site, donc c'était un site qui avait un méga menu. Euh, le site, il est passé de 150 pages dans l'index primaire à 220 assez rapidement. Derrière, vous voyez, il y a eu des redescentes. Donc ça, c'est Google qui joue avec nous, il aime bien. Et il y a eu quelques moments où on a eu des petits soucis avec le CMS pour bien mettre en place ce clocking. Et derrière, c'est revenu nickel. Et puis là, aujourd'hui, on est sur du 260, 270, un truc comme ça, pages dans l'index primaire. Pour un nombre total de pages sur ce site de 2000. Donc on a gagné plus 80% de pages en index primaire, donc en termes de pertinence. Voilà. C'est pas un gros projet, mais c'est clairement pour vous montrer qu'on a gagné en crawl budget sur ce site et en crédibilité auprès de Google parce que des pages sont rentrées dans l'index primaire alors qu'elles n'y étaient pas avant. Voilà. Derrière, vous vous dites peut-être maintenant, ok, donc il m'a sorti le pourquoi faut le faire, il m'a dit comment faut le faire. Après, c'est votre truc ou pas la technique. À quoi ça sert? Et ben, vous dites peut-être combien ça coûte. Et ben, l'avantage, c'est que si vous avez tout compris, que vous avez l'esprit un peu technique, etc., vous pouvez le faire vous-même. C'est totalement gratuit. Il y a quelques outils qu'il faut avoir, mais vous êtes libre de le faire par vous-même. Il n'y a pas de licence payante ou quoi que ce soit. Le clocking, c'est quelque chose qui est donné gratuitement, surtout avec le framework que je vous ai indiqué. Si vous souhaitez nous le confier, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc c'est une presta, comme je l'indique, qui démarre à 1200 € et ça inclut quoi? Ça va inclure un crawl sémantique, de l'analyse de log et la mise en place du clocking selon le CMS. Voilà. Pourquoi est-ce que je remets ces étapes-là? C'est parce que on se lève pas un matin en disant OK, j'ai un site, j'ai vu un webinaire sur SEMrush, je vais faire du clocking et j'ai tout déchiré en SEO et je vais cloquer mon méga menu, mon footer et mes facettes. Voilà. C'est pas suffisant, il y a besoin d'aller plus loin. Faut vraiment faire un type de crawl comme on l'a vu, donc avec du Visibis, etc. Faut faire de l'analyse de log pour voir quels sont les problèmes actuels du site. J'insiste, faites de l'analyse de log. Moi, j'ai vu un coup une conf avec c'était de Erle Alberten de OnCrawl. J'ai appris plein de choses et derrière, c'est aussi ça qui m'a donné envie de me mettre au clocking parce que vous allez vraiment voir comment marche Googlebot. Donc, si vous êtes un peu curieux, ouais, faites de l'analyse de log. Il y a des outils gratuits aussi qui le font, mais allez-y à 200%, quoi. Et du coup, derrière, pour mettre en place votre clocking ou même ne serait-ce que vos glissements sémantiques, les optimiser, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Tac. Voilà, on a fait le tour de tous les points que je voulais évoquer avec vous. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à balancer des questions. On va y répondre avec Olivier.